Vous cherchez à découvrir le yoga sans pression ni jugement? Bienvenue à notre cours de yoga complet et gratuit, créé et animé par Lily Mika en exclusivité pour ABC Talk. Ici, pas besoin d'être souple, ni de performer. Découvrez le yoga décomplexé, une approche qui casse les codes, adaptée à tous les corps, tous les âges, tous les niveaux. L'accent est mis sur l'écoute de soi et sur l'adaptation des postures à votre morphologie, et non l'inverse. Rejoignez-nous pour un moment de bien-être, où l'essentiel, c'est d'être à l'écoute de soi. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien situé en haut à droite de l'écran ou dans la description de la vidéo et vivez l'expérience du yoga en toute simplicité. Si chacun s'accorde à écouter plus ce qu'il y a là, et l'information aussi disponible par différents prismes, on pourra tous trouver le chemin. Pourquoi est-ce qu'on est là sur Terre? Exactement. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode d'À la lumière des nombres. Mon invité d'aujourd'hui manie l'art du corps et de l'esprit comme peu savent le faire parce que vous allez voir qu'il a su intégrer des clés de conscience essentielles pour infuser cette conscience qui est la sienne, mais aussi celle qui est universelle. J'ai l'immense plaisir de vous inviter à me rejoindre à la lumière des nombres de Steve Gentis. Bonjour Steve et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Alexandra, merci à toi. Comment tu vas? Très bien, en pleine forme. Alors, je suis très contente que tu sois là. Parce que je trouve que ton thème, mais même tout ce que tu fais au-delà de ton thème, c'est essentiel. Et ton thème vient me révéler quelque chose qui te tient à cœur. Donc, je vais te laisser te présenter avant qu'on aille plus loin. Mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Bien sûr. En quelques mots, c'est toujours quelle boîte on choisit de mettre en avant parmi nos multiples dimensions de vie. Oui. En quelques mots, comme tu l'as dit dans ton introduction, j'ai choisi une voie qui part beaucoup du corps originellement, ayant commencé les arts martiaux très jeune et ayant eu la chance aussi de grandir dans une famille où la méditation, le tai chi, disons une connexion à ce qui est plus subtil était très présente, beaucoup de par ma grand-mère aussi. J'ai suivi cette voie et j'ai décidé de me dédier à la transmission. Au début, c'était beaucoup autour du corps, j'étais encore jeune, donc l'entraînement physique, le mouvement. Et puis très, très rapidement sur ce chemin de transmission, la méditation, la partie plus consciente, plus profonde, a pris de plus en plus de place. Ça m'a vraiment bouleversé cette quête de l'esprit, d'éveil, de compréhension plus profonde. Et puis les deux se sont associés. Et aujourd'hui, si je devais résumer ce à quoi je dédie ma vie la plupart du temps, c'est transmettre des voies qui nous viennent d'ailleurs de sagesse ancestrale. On retrouvera des choses qui proviennent du yoga, des arts martiaux, de différents courants de méditation, pour permettre aux personnes que j'accompagne d'investiguer sur elles-mêmes, d'exprimer leur potentiel au niveau du corps et de l'esprit. Donc j'entraîne, j'enseigne, différents formats, différents types de publics. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est infini. On est tout le temps en train d'apprendre pour pouvoir d'autant plus transmettre en profondeur. Saviez-vous que la qualité de votre relation avec votre mère détermine votre vie affective et que celle avec votre père conditionne votre vie sociale, professionnelle et même financière? Ce ne sont pas que des idées symboliques ou spirituelles, c'est une réalité énergétique, émotionnelle et je dirais même presque cellulaire. Tant qu'il y a du conflit, du rejet, de la tristesse ou du non-dit envers vos parents, votre vie reste bloquée dans certains domaines. La constellation intégrale, 100% constellant, est un format unique que j'ai créé pour aller libérer ces racines invisibles. Nous allons travailler profondément la relation à la mère, puis au père, au travers de sessions puissantes, incarnées et transformatrices. C'est une traversée qui vous reconnecte à votre puissance intérieure, vous ouvre à la paix en vous, vous sert à fluidifier vos relations et vous redonne les clés pour reprendre votre juste place dans votre vie. J'aurai le plaisir de vous faire vivre cette expérience unique et inédite, profonde et réparatrice, une journée intense, précieuse pour vous, pour vos enfants et pour tout ce qui dépend encore de votre histoire familiale. Je vous invite à retrouver toutes les dates, les villes et les lieux sur abctalk.fr. J'ai hâte de vous retrouver pour une expérience inédite et mémorable. Et moi, ton thème me dit que tu es largement à ta place parce que, alors, un jour, j'ai entendu que tu te définissais, je trouve ça très juste et très beau, comme entraîneur holistique destiné à diffuser de la conscience. Et je trouve ça drôlement chouette parce que ça résume l'essence de ton thème.
Ton chemin de vie, c'est le 9 en numérologie. Et le 9, c'est celui qui est sur la scène internationale, mais c'est aussi celui qui s'ouvre à différentes cultures, différentes pratiques, différentes ethnies, différentes connaissances, et qui va puiser dans la sagesse. Ça vient quand même me raconter que cette sagesse, elle date pas d'hier. Tu vois. Est-ce que depuis tout petit, tu as senti que ta vibration, elle allait vers la spiritualité? Ouais, complètement. Ouais. Comme je le disais depuis un peu dans ces premiers mots de présentation, il y avait cette part très présente de la connexion, disons, subtile à l'invisible de par mon socle familial et ma grand-mère notamment, qui était très mystique, qui m'a très tôt parlé des dimensions parallèles, des projections astrales, des êtres vivant sur d'autres plans ou dans d'autres régions de l'univers. Donc il y avait ça. Et même, on avait un jardin, quand on allait cueillir, par exemple, des légumes, on remerciait la terre-mère. Bien qu'étant dans une famille française occidentale, il y avait presque un aspect chamanique, en fait, dans la manière d'interagir avec l'environnement, la nature et ce qui nous entoure, et ce qu'on ne voit pas forcément avec les yeux. Exactement. C'était là et ça me touchait, je regardais déjà beaucoup les étoiles. Ouais, donc en fait, oui, ça te parlait, c'était évident. J'ai lu quelque part que le vrai tournant de ton éveil, c'était en 2008, si je ne m'abuse. C'est quoi l'événement qui a donné lieu à tout ça? Quel est cet événement clé, majeur, qui t'a donné envie de t'engager encore plus et pas simplement de recevoir, si je puis dire ainsi, mais d'intégrer et d'être proactif? Il y a eu plusieurs grandes étapes, comme on a tous au long de notre chemin, souvent liées à des grandes épreuves. Ce qui s'est passé dans ces périodes-là, c'est que c'était un peu plus tôt encore, je pense que c'était plutôt aux alentours de... 2006. Ouais, dans ces eaux-là, exactement. C'était la fin de l'adolescence, quoi. J'étais pas tout à fait majeur encore. Et j'avais eu une adolescence très chaotique. Beaucoup de violence, beaucoup de conflits internes. Donc, ce qui se passe à l'intérieur se projette à l'extérieur. Et je m'enfermais dans des rôles de petit dur, où je réprimais une grande sensibilité. Et beaucoup de souffrance, finalement, hein, psychologique, mentale, et un vrai chaos dans ma vie, à ce moment-là, complètement perdu, en fait. Il y avait quand même les arts martiaux qui étaient un peu un fil d'Ariane. Et un jour, j'ai eu comme un flash, voyant que j'étais complètement à côté de mon chemin d'incarnation, mon chemin de vie, et que là, la porte s'ouvrait sur la possibilité, justement, de prendre la décision d'aller faire ce pourquoi j'étais venu. Et que c'était très lié, justement, à la transmission, aller chercher des choses avec le corps, avec l'esprit, avec la conscience, l'intégrer, le vivre, pour ensuite pouvoir le transmettre et le partager aux autres. C'est dingue parce que, bon, en 2006, tu étais en année personnelle 7. Okay. Et le 7, en numérologie, c'est le nombre de la spiritualité. Mais c'est aussi le nombre qui nous ramène à l'histoire de nos grands-pères. Donc, tu vois, quand tu parles d'une violence, de quelque chose qui est chaotique, est-ce que ça fait pas un clin d'œil à leur propre histoire à eux? Donc, le papa de papa et le papa de maman, hein, ce que j'appelle les grands-pères de premier degré. Et ta clé d'évolution qui est sur le 8, donc l'addition de ton jour et ton mois de naissance, ça nous parle du karma et du besoin de transcender. C'est comme si, à ces moments clés de vie, tu avais pris conscience de l'importance, quelque part, de devenir celui que tu avais toujours voulu être. Et je ne sais pas si tu as déjà été visiter tes vies antérieures. Donc moi, je n'ai pas la prétention de lire les annales akashiques, mais c'est vrai que je regarde toujours l'empreinte karmique. Et j'ai quand même le thème de celui qui a été banni, qui a été mis de côté. J'ai quelque chose de très important en lien avec l'Asie et le Japon. J'ai la culture des samouraïs. Et j'ai celui qui, à un moment donné, a touché à une nouvelle croyance et une nouvelle philosophie de vie et qui a pu être exclu et donc seul, qui a fait un chemin en solo et qui a eu l'angoisse que les trésors de l'humanité disparaissent et qui s'est destiné quelque part à honorer la mémoire du temps, des corps détruits, mais aussi quelque part transcender tout ça dans le vivant et dans l'instant présent. Est-ce que ça te fait écho, cette dynamique karmique? Ouais, c'est plutôt bouleversant, je dirais. Vraiment, très touchant. Très touchant de te l'entendre dire. Nous, c'est la première fois qu'on se voit. On a échangé juste quelques mois avant l'émission. Je t'ai donné cette date de naissance. Honnêtement, moi, j'ai jamais creusé en numérologie. Mais oui, ça résonne profondément. J'ai jamais exploré mes vies antérieures en allant voir des médiums ou des personnes à qui j'ai demandé. En revanche, en écoutant l'instinct, en méditant profondément, en travaillant avec des états de conscience élargis, par des méditations, encore une fois, très profondes. Comme je travaille aussi beaucoup avec le souffle, je peux ouvrir des
des champs de conscience différents avec ces pratiques-là. Et puis tu parlais du voyage, de s'intéresser à d'autres cultures. L'appel d'aller découvrir le chamanisme, notamment en Amérique latine ou aussi en Asie, s'est fait ressentir de manière très forte, très viscérale, il y a déjà quelques années. Et j'ai pu découvrir l'art de certains chamans et travailler avec les plantes médecines, les entéogènes, et aller donc ouvrir des champs de conscience très profonds dans des états de transe. Tu parlais d'annales akashiques, où on pourrait mettre effectivement ce terme pour s'accorder sur la sémantique, d'avoir des accès à des champs de conscience, de l'information qui est là, tout autour de nous, une forme de cloud à laquelle on peut se connecter quand on est dans ces états au-delà de l'ego et de l'identité de cette vie. Et effectivement, j'ai eu beaucoup de flashs qui m'envoyaient vers le Japon, beaucoup de champs de bataille, beaucoup de samouraïs, des dojos. Je dirais pas obsession, mais en tout cas, j'ai toujours eu cet instinct de vouloir créer un dojo. J'ai créé un dojo il y a déjà quelques années. Okay. Donc il y a vraiment cette chose-là et souvent des flashs d'une personne effectivement qui était comme un peu des mystiques mais reclus hors de la société, hors de la cité au sens un peu grec. Il y a souvent ces images de moines, de sages, de mystiques qui se sont mis en retrait, mais justement pour tâcher de voir comment ils pouvaient être au service de ces trésors de l'humanité. Donc ce que tu dis résonne très très fort. C'est toujours très difficile d'être sûr de ce qu'on voit dans ces états-là ou de ces flashs qui viennent nous visiter dans les rêves ou dans les projections. Mais tout ce que tu as dit là résonne profondément parce que c'est effectivement des choses que j'ai vues sur ce que je pourrais définir comme des vies antérieures, des endroits par lesquels l'âme est déjà passée, des corps. Exactement. Et c'est surtout, tu sais, il y a quand même l'angoisse chez toi, dans ton thème, que les trésors de l'humanité disparaissent. Ça, c'est comme si tu avais besoin d'honorer et de maintenir la connaissance et le savoir accessible. Et comme il y a la mémoire aussi de la destruction des corps, quelque part la désolation de voir des champs de bataille, ou de voir des gens qui pouvaient même se mutiler ou se détruire, toi, t'en as fait un culte dans l'accompagnement. Et ça qui est beau. Est-ce que je me suis dit, est-ce que tu as eu des expériences de vie autour de toi où tu as vu des gens se détruire sous tes yeux par des drogues, par de l'alcool ou même par du suicide? Ouais, bien sûr. Enfin, bien sûr. Malheureusement, je dirais comme nous tous, quelque part. Oui. Beaucoup. Mais dans un champ qui t'a bouleversé? Oui, bien sûr, des amis proches qui se sont donné la mort. Plusieurs. Des relations intimes des personnes que j'ai fréquentées qui justement se détruisaient clairement avec l'alcool ou la drogue. Mais ça a été pour moi des grandes sources, certes, de conflits, de douleurs, de souffrance, de voir cette souffrance, mais en même temps, un si grand apprentissage sur tellement de choses, sur quelles sont les racines de ces souffrances, de ces maux internes qui peuvent nous amener à des autodestructions du corps, de la conscience, de l'esprit, de la beauté de ce qu'est l'incarnation et de la richesse, la chance que nous avons d'être ici. Donc ça m'a beaucoup questionné et toujours avec le recul, j'y ai vu des grandes sources d'apprentissage. Et ça m'a donné d'autant plus la force et l'impulsion de dire qu'à mon humble niveau, dans ce chemin que j'ai choisi d'incarner, de transmettre, de proposer des voies, d'ailleurs que je ne m'approprie pas, pour moi je suis juste un canal, j'ai pas créé une méthode, Steph, c'est regarder ce qui s'est fait ancestralement dans le yoga, dans les arts martiaux, dans la méditation, dans d'autres courants de conscience, pour dire que ces voies sont accessibles et on peut transformer notre état d'être. Et si on transforme notre état, on transforme notre conscience, on peut transformer notre vie et donc résoudre ces maux, même très profonds, de la psyché et du corps. Psyché et soma sont complètement intriqués. Et je pense qu'avec le recul, ça a été clairement pour moi des forces de comprendre encore plus d'où pouvaient provenir nos problèmes, nos souffrances, et de voir quelles solutions on pourrait explorer pour ça. Exactement. Mais ça, tu vois, c'est la combinaison de 3 nombres importants dans ton thème, donc celui de ton chemin de vie, qui est l'humanité, l'ouverture, le don, la transmission aux autres. Le 1, qui est ton chemin d'expression, donc ça, c'est ton caractère et ta personnalité, c'est le leadership, c'est l'éclaireur, c'est le pionnier. Et comme quelque part, tu viens prendre une revanche sur ce qui ne t'a pas été permis d'asseoir dans la dernière vie, tu vois, dans la dynamique karmique de ton thème, à savoir
j'ai trouvé quelque chose, venez, je vous montre. Et là, on t'exclut, on te dit, bah non, tu le fais surtout pas parce que tu vas venir bousculer nos croyances. Et là, avec toi, tu dis, bah en fait, ça y est, maintenant, les temps modernes me permettent de faire ça. Et ta clé d'évolution en 8, le karma, le transgénérationnel et le besoin quelque part de rétablir l'ordre et la justice en soi et autour de soi. Tu vois, en fait, tout ce socle de ton thème, ces piliers-là, c'est des propulseurs finalement de manifestation dans la vie incarnée, quoi. Et je pense que tu réussis. Enfin, pour moi, tu es quelqu'un qui réussit et qui va loin, qui ira de plus en plus loin. Parce que tu intègres ces principes, pas seulement dans ta tête, mais aussi en toi et autour de toi. C'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'encore une fois, ne m'étant jamais intéressé à la numérologie, même à l'astrologie, pourtant c'est des sagesses que je considère comme étant très importantes et riches d'une acuité très très forte, quand on a le talent de savoir le déchiffrer comme toi. Et là, tout ce que tu dis, ça résonne tellement fort, et ce qui est toujours très enthousiasmant à observer, c'est que tout se rejoint aussi dans notre capacité à recevoir de l'information de ces champs qui nous entourent, de cette data omniprésente, par différents biais. On en revient justement à cette méditation où on fait ce silence interne. Le mental, l'ego, laisse plus d'espace à recevoir certaines choses. Et tout ce que tu dis là, effectivement, je me ressens pleinement aligné avec ce chemin de vie, parce que c'est des choses que j'ai su écouter, d'avoir créé un espace qui me permettait de recevoir ces impulsions, ces forces internes. Et même si au début le mental va douter, il y a les peurs, les interprétations, tout ce que finalement le conditionnement de la société nous amène à ne pas écouter, parce qu'il faut rentrer dans le conformisme, il faut rentrer dans des boîtes, dans des cases. Et ben moi, ça a été des cris de l'âme ou des choses si fortes que je ne pouvais pas faire autrement que les écouter. Mais parce que je pense, voilà, il y a eu cet espace qui était dédié à entendre pourquoi est-ce que je suis là. Dans cette myriade de causes et effets qui nous amènent chacun à être en vie, il y a une telle intelligence, il y a une telle évidence, une telle puissance là-dedans, que chacun, on doit pouvoir écouter ça. Je veux dire, on est tous là pour une belle raison. On est tous des notes d'une grande symphonie. Et c'est merveilleux de voir qu'on a accès à tout ça. Et c'est super de pouvoir en parler et de dire que si chacun s'accorde à écouter plus ce qu'il y a là, et l'information aussi disponible par différents prismes, on pourra tous trouver le chemin. Pourquoi est-ce qu'on est là sur Terre? Exactement. Non, mais je te rejoins totalement. Alors après, voilà, moi, je prône la numérologie parce que c'est ma discipline. Mon ami acolyte Jacques Birolini, qui est astrologue karmique aussi, il te dirait que les astres véhiculent un peu le même message. Mais je trouve que c'est des outils qui redonnent des modes d'emploi rapides. En fait, ça fait gagner du temps puisque notre parcours sur Terre, il est dans des délais impartis. Effectivement, j'ai envie de t'inviter aussi parce que tu as vraiment ce côté, cette capacité à être dans le tout de suite maintenant. Et ton thème me montre aussi que toi, tu retrouves tes forces et ta légitimité dans l'opposition. Et je me suis demandé si tu n'avais pas eu des fois des bras de fer de dingue avec des gens de ton entourage ou même des personnes très proches et où la confrontation n'a pas mené un conflit pour après plus d'amour. Complètement. Beaucoup de conflits. J'en reviens à ces périodes de conflits internes aussi. Et finalement, ce côté martial a toujours été présent aussi grâce à mon père qui m'a mis très jeune aux arts martiaux. Et je pense que dans l'opposition, la tension peut naître une harmonie. Et j'ai su apprendre cela grâce aux arts martiaux, à différentes voies, notamment les arts martiaux japonais. Aikido, judo très jeune, et puis d'autres après, et toute la philosophie zen qui vient s'imbriquer avec certains arts martiaux, et qui a été un fil d'Ariane pour moi dans toute mon évolution, de ne pas refuser justement l'opposition, la confrontation, le fait de faire face, mais de comprendre comme la violence, le chaos, le conflit est inhérente à la condition humaine et à ce qui se passe sur Terre. Comment est-ce que de ce chaos peut naître un ordre supérieur? Comment est-ce que nous pouvons transcender la violence qui fait partie du tout, qui fait partie de ce qu'on expérimente, en quelque chose qui devient créateur? En d'autres mots, diriger l'énergie. Une énergie qui peut devenir involutive ou évolutive. Et ça, c'est, je trouve, les arts martiaux, si on sait percer derrière les formes combatives et les techniques, il y a un enseignement très profond sur la manière de faire circuler l'énergie et d'embrasser aussi toutes les strates émotionnelles, que ce soit la colère, que ce soit
l'énervement, des choses qui nous amènent à être en conflit, à exploser, on peut en faire quelque chose de créateur. Fuir, ne pas faire face aux choses, peut amener encore plus de chaos. Donc c'est pas une question de faire usage de la force, mais de plutôt embrasser toutes les polarités qui sont en nous pour trouver un maximum d'équilibre. Et dans la confrontation, il y a toujours quelque chose qui peut nous éveiller. Et les pratiques martiales ont pour moi été une véritable hygiène, et le sont toujours, parce que même physiquement, on engage le corps dans le conflit de l'opposition avec nos partenaires d'entraînement. Et c'est une très belle métaphore, et quelque chose qu'on peut transposer à la vie de tous les jours. Non pas pour taper sur tout le monde quand il y a un problème, mais justement pour comprendre comment est-ce qu'on peut gérer cette confrontation et trouver des voies où on va pouvoir avancer ensemble. Transformer quelque part une certaine violence en quelque chose de plus constructif. Exactement. C'est une forme d'alchimie. Exactement. Et puis c'est le pouvoir du 8, hein. Donc de ta clé d'évolution, c'est la transformation, puisque le 8, c'est le nombre à la fois de l'abondance et du chaos. Et c'est ni plus ni moins qu'un 0 torsadé, le 8. Et finalement, le 0 en numérologie, c'est l'univers, la matrice, c'est le divin, c'est la source. Tu vois, donc c'est un nombre hyper puissant. Et toi, tu l'as en clé d'évolution, ça veut dire qu'à la fin de ton parcours, le domaine dans lequel tu auras appris le plus de choses, c'est le 8, quoi. Donc cette énergie de justice, de karma, de transgénérationnel, d'opposition, de confrontation, de chaos, d'abondance, tout ça, c'est des sujets que tu vas manier jusqu'à la fin de tes jours. C'est intéressant, juste par rapport au 8, c'est un chiffre qui résonne particulièrement pour moi, aussi parce que c'est le signe de l'infini. Oui. Et je trouve que la symbolique de ce 8, ce signe de l'infini, mais tellement puissante. Et c'est vrai symboliquement, il me marque, ce chiffre. Ah bah de toute façon, il te talonne. Hein. Il te talonnera tout le temps. C'est comme si tu avais choisi de faire des études et d'avoir un domaine d'expertise. Bon, ben, tu vas avoir beaucoup de 8 dans cette vie-là, quoi. Ok, des études. Exactement. On est là sur Terre, on est à l'école. On est Bah ouais, là pour étudier. Pour moi, on est un peu à l'école. Vraiment. Et en même temps, on est à la fois les professeurs et les élèves. Ouais. Parce que finalement, dans la dimension cosmique, alors après ça, ce sont mes croyances, j'ai l'impression qu'on sait déjà tout ça. Et on doit juste le ramener dans la matière pour reconquérir la Terre, enfin, à mes yeux. Ah, dans ce grand mystère des différents cycles d'incarnation, de tout ce que l'on vient rencontrer, confronter, transcender, il y a une dynamique, c'est incommensurable, je veux dire, l'intelligence de tout ça, tous les points de friction, de conscience, d'interaction, de rencontre, de conflit, d'harmonie, d'amour, de naissance, de mort, qui sont en fait un cheminement d'une perfection ultime pour que la conscience et l'univers cheminent en lui-même, s'expérimentent lui-même, que les choses évoluent, que l'énergie s'alimente en elle-même. C'est une forme de spirale dans toutes nos actions, nos réactions. C'est vraiment fascinant et j'aime beaucoup que tu dises qu'on est à la fois des élèves et des professeurs, parce que c'est vrai que tout le monde nous enseigne quelque chose. C'est comme si chacun avait je vois les Rubik's Cube là. On a tous on a tous une strate, on a tous une pièce du puzzle de l'autre, si on sait le regarder et le voir au-delà de l'ego et de prendre les choses pour soi et de se braquer, justement se mettre en opposition pour l'opposition, mais de voir que chaque personne, elle nous apporte de l'information et réciproquement, on leur apporte. On s'apporte tous les uns les autres. Et si on sait le voir, au-delà de l'apparente division, on a tous les jours autant de sagesse que si on allait faire l'idée des retraites en haut d'un temple où je vais méditer. L'information est omniprésente. Ah mais c'est dingue, mais oui. L'éveil est pas à pas, dans les choses les plus simples et quotidiennes. Exactement. La spiritualité plus. n'est pas extérieure à nous, elle est là. Elle est partout en fait, elle est extérieure, intérieure. Et on est la spiritualité nous-mêmes. Et souvent les gens, tu vois, confondent ésotérisme, culture ésotérique ou divinatoire, connaissance spirituelle, avec vraiment incarner la spiritualité, tu vois. Alors il faut un minimum de connaissances peut-être, certains diront, mais je pense que celui qui finalement tend la main sans avoir touché à un jeu de tarot ou ouvert un bouquin de numérologie, d'astrologie, il est peut-être plus spirituel que celui qui passe sa journée à avoir le nez dedans, quoi, et qui n'incarne rien à l'extérieur. Et je pense que dans tes retraites, alors, tu fais des retraites, non? Tu fais des choses comme ça, toi? Que j'organise? Ouais. J'en fais en tant que... Ça fait partie de mes études, donc depuis assez jeune, j'aime partir en retraite. Beaucoup de retraites dans des cercles, notamment bouddhistes, des temples. Mais je suis allé faire des retraites dans d'autres cadres. Dans ma famille, il y a aussi un moine dont je suis très proche, qui
qui m'a enseigné aussi beaucoup de choses, même si je suis pas, je pratique pas au sens d'un dogme plus qu'un autre. On en revient à cette spiritualité universelle, non dogmatique et commune à l'essence même des êtres spirituels que nous sommes. Donc, comme tu le dis, il y a dans l'ésotérisme, dans les transmissions, des outils, des clés, des manières de déchiffrer les choses. C'est très, très vaste. Mais en même temps, il y a cette essence commune universelle où on peut tous le sentir au-delà des dogmes. Mais malgré tout, moi, je me suis vraiment intéressé à aller voir ce que disaient plusieurs cultures spirituelles pour voir, plutôt que ce qui divise et de dire « ma religion est meilleure que la tienne », essayer de comprendre les ponts et les points de connexion, justement, on parle de ces trésors de l'humanité, car dans toute religion, dans toute sagesse spirituelle, il y a des grandes clés, il y a des grands messages à qui sait les interpréter. Et donc, j'ai passé pas mal de temps en retraite et ça a été des moments d'expansion, de compréhension, aussi être seul face à soi-même, parce que parfois des retraites, c'est le jeûne, c'est très souvent le silence et des heures de méditation, ça peut être de l'entraînement très intense. J'en reviens au travail avec le chaman, ça peut être beaucoup de prises de plantes avec des états de conscience élargie très forts. Donc ces moments de retraite ont été si transcendants, m'ont permis d'aller voir tellement plus loin, que j'ai voulu en proposer et en créer en retour. Donc dans ce que je propose aux personnes que j'accompagne, je crée aussi des moments de retraite où je tâche de leur faire la synthèse de différents, en tout cas de regrouper différentes choses que j'ai pu étudier dans différentes cultures pour proposer quelque chose d'holistique. On vient passer par le corps, le souffle, le mouvement, le silence, une manière de manger, une manière de dormir, une manière de connecter avec la nature. Et d'avoir ça dans un ensemble. J'aimerais trop que tu en fasses pour ABC Talk. On va... Donc là, je plante ça. Allez, comme ça. Marc, j'annonce, je vais te demander ce qu'on fasse en événement avec Steve. Eh bien, avec joie. Mais ouais, c'est impressionnant parce que j'ai l'impression que tu réunis, et ça c'est ton œuf, tu prends tous les éléments de la nature, des gens, de l'univers, pour en faire quelque part ta propre formule. Et justement, j'avais envie de revenir. Tout à l'heure, tu parlais des conflits intérieurs que tu avais quand tu étais jeune. C'était quoi? C'était basé sur quoi? Ça se manifestait comment? Il y a beaucoup de choses forcément qui convergent. Comme tu le dis, il y a forcément tout l'héritage de ce que nous transmettent nos lignées. Et dans les parents directs, connus, où on partageait des mêmes espaces-temps de vie, et puis tout ce qui se transmet dans le transgénérationnel, ou tout ce qui peut remonter de mémoire sous diverses formes. Donc je pense que dans tous les cas, on récupère une somme de conflits, une somme d'informations qui n'ont pas été traitées, si nous sommes là pour nous éveiller et traiter de l'information, en vue de tendre vers plus d'harmonie et d'expansion, que la conscience puisse se reconnaître elle-même, toutes ces parts d'ombre, je dirais, elles étaient déjà là depuis l'enfance, plus des choses où dans ma famille, il y avait beaucoup de peur de s'affirmer. Un milieu aussi plutôt modeste, où il faut rester à sa place. Il ne faut pas briller. On doit rester, ça, c'est pas pour nous. On n'est pas des gens qui pouvons faire ça. On est trop petits, ou on a peur. On doit se soumettre. Donc paradoxalement, on est une famille où il y avait aussi de l'ouverture de conscience, une vraie connexion à la mystique, au subtil, à la sagesse. Il y avait aussi beaucoup de peur et une difficulté à exprimer les choses, à dire je t'aime, à laisser sortir, à même exprimer quelque part la colère par rapport à des choses qui se passent dans le monde et qui nous révoltent. Et peut-être se taire et ne pas oser exprimer que ça va pas et qu'il faut le dire. C'est important justement d'amener la lumière de la conscience, de faire ressortir les choses. C'est comme de l'énergie bloquée qui circule pas. Donc j'avais vraiment l'impression que dans cette famille, il y avait ça, sans aucun jugement, parce que j'ai vraiment reçu beaucoup d'amour, mais que ça a explosé durant mon adolescence et que c'était ces choses-là qui n'arrivaient pas à sortir par le biais de ce corps, de cette incarnation, de cet esprit. Et que donc, je crée beaucoup de violence. Et aussi parce que dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, c'était des milieux qui pouvaient être assez durs parfois. Donc il fallait aussi s'imposer et s'affirmer. Et en plus de tout ça, cette grande sensibilité que je n'avais pas embrassée, de ressentir les choses très très fortes, qui me bouleversaient, eh bien j'en crée quelque chose où il fallait que j'exprime du conflit, encore une fois, ou de la violence, parce que je n'arrivais pas à embrasser cette sensibilité. Je la percevais comme une faiblesse, comme une faille.
Donc je forçais d'autant plus le trait de me dire je suis dur, mais à l'intérieur c'était une souffrance énorme. Et aujourd'hui, comment il le reçoit ton entourage, ton cheminement? Est-ce qu'ils t'ont emboîté le pas? Est-ce que ils ont toujours une espèce de pudeur, tu vois? Mais on en revient à cette blessure karmique qui est la tienne, hein, la blessure du banni en fait, de celui qu'on exclut pour surtout pas montrer ce qu'il y a à montrer, quoi. Ce qui est très très fort dans le mouvement des choses aujourd'hui, c'est que évidemment, selon les compréhensions, les cheminements que l'on peut acquérir au fil du temps, pour moi, il a été évident que pour soigner cette incarnation, Steve en tant qu'identité, je dois pouvoir agir sur mes racines, les êtres qui m'ont permis l'incarnation. J'ai la chance d'avoir encore mes 2 parents vivants. Donc aujourd'hui, il y a un travail conscient et engagé de ma part sur le fait de... Eux m'ont permis d'arriver sur Terre. Moi, je dois leur permettre de partir avec le plus de paix possible et donc le plus de compréhension possible. Donc on a une véritable qualité d'investigation commune, de discussion, de dialogue aujourd'hui avec mes parents et qui, pour moi, est vraiment le cœur aussi d'un travail spirituel qu'on doit faire dans nos familles, dans nos lignées et si possible avec nos parents. Donc j'y accorde beaucoup de sérieux et beaucoup de temps et d'attention, le fait de travailler en conscience pour que nos liens karmiques, filiaux, d'amour, puissent aussi s'exprimer pleinement en disant, au-delà de on passe des bons moments en famille, non, il y a vraiment un travail de conscience et d'âme à âme. Je les vois aussi comme des âmes sœurs. On est ensemble sur Terre, donc il y a quelque chose à faire. Et clairement, je veux dédier tout le temps où eux sont encore vivants, ou moi, on ne sait jamais qui part les premiers, pour que nous puissions laisser circuler toutes ces choses, parce que c'est aussi prendre la responsabilité de dire que si dans nos lignées, il y a des choses qui n'ont pas été réglées, si nous en prenons conscience, eh bien faisons le travail de notre vivant. Et on dit, par exemple, ce schéma-là de violence ou d'inconscience ou de non-dit s'arrête avec moi. Je décide de le faire en conscience. Et on doit collaborer. Mais c'est le principe du 8, tu vois. C'est fou, hein. Tu l'as fait bien vivre, ta clé d'évolution. Est-ce que tu pourrais nous donner 3 conseils pour un corps sain? On va en revenir à un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, ou je dirais un corps sain dans un esprit sain. C'est Azabov Sobilo, c'est complètement lié. Donc, notre expérience de vie dépend totalement de notre état de conscience. Mais notre corps, le véhicule de l'âme, le temple de l'esprit, est à l'image de notre état de conscience. Le corps suit l'esprit. Donc c'est prendre conscience de choses de manière holistique, forcément va rayonner dans le corps. C'est pas juste de manière analytique, et c'est très bien de le faire, mais c'est pas je fais du sport, je fais attention à ce que je mange, c'est pourquoi je le fais. Pourquoi est-ce que je bouge mon corps? Pourquoi est-ce que je mange d'une certaine manière? Pourquoi est-ce que je dors d'une certaine manière? Parce qu'au fond, c'est ce qui va me permettre de déployer le potentiel et de venir comprendre pourquoi est-ce que je suis là. Pourquoi est-ce que ce véhicule m'a été prêté quelque temps? Parce que mon âme a des choses à faire ici-bas. Donc je dois honorer ce véhicule et ce temple pour qu'il puisse me permettre la pleine expression de ces informations-là. Et c'est ce que les anciens, par exemple yogis, avaient compris. Bouger le corps, respirer d'une certaine manière avec les pranayamas, manger, comprendre ce qu'on appelle le chi ou le prana, l'énergie universelle, savoir comment s'en nourrir, la faire circuler harmonieusement par nous, c'est spirituel. Donc quand on comprend, on en revient à ce qu'on disait que tout est spirituel, notre manière de nous alimenter, de dormir, de bouger, de respirer, c'est déjà être dans une vie religieuse, mais au sens non dogmatique. Je prends conscience que je suis une part de la nature, une part du tout, et j'honore, je respecte ce qui m'a été prêté quelque temps. Et j'agis avec foi, mais encore une fois non dogmatique. Je le fais parce que je le sens, parce que ça me touche, parce que je suis émerveillé d'être en vie, et que ce corps, c'est une machine, c'est une technologie, mais incroyable. Mais elle est aussi délicate, elle est aussi sensible, elle est aussi subtile. Je dois pouvoir la traiter avec respect, l'honorer. C'est aussi une part de la nature dont je prends soin. Nous sommes la nature. Donc il y a plein de manières d'être touché plus profondément dans son cœur, dans son esprit, dans ce qui doit pouvoir nous mettre en mouvement dans notre corps. Et enfin, pour donner une dernière clé, c'est de revoir comme tout est connecté, que notre manière de, encore une fois, bouger, respirer, manger, nous alimenter, tout est lié. Donc, quand je vais faire des choix de ce que je mange, ça va me permettre un meilleur mouvement. Un meilleur mouvement va me permettre un meilleur sommeil. Un meilleur sommeil va me permettre plus d'énergie pour
le corps, l'esprit. Et c'est des cercles, justement, c'est des boucles vertueuses qui se nourrissent toutes les unes les autres. Si j'augmente mon niveau d'énergie, ma vibration, potentiellement, j'ouvre tout dans ma vie. Parce que j'ai cette force, j'ai cette énergie qui peut s'exprimer par le corps. Donc, prendre soin de tout ça, c'est prendre soin de l'entièreté de sa vie. Et pas juste avoir une image qui correspond plus à ce qu'on aimerait voir dans le miroir. C'est beaucoup plus profond. Chaque répétition qu'on fait à la salle, chaque pas de course, c'est un acte spirituel. Carrément. Bah, je te rejoins là-dessus. Et 3 conseils pour un mental d'acier, ça se rejoint un petit peu avec ce que je viens de te demander, mais tu sais, pour lutter contre la dépression quand on va mal. Mais ça rejoint complètement. Hein, tout est justement, c'est pour ça que je voudrais pas être trop vague, mais en même temps, pour moi, c'est très important de comprendre justement au niveau holistique, comme tout est connecté et que nous sommes cet être à la fois de dimension corporelle et du corps et de l'esprit. Forcément, si quelque chose ne fonctionne pas dans l'esprit, c'est que le corps n'a par exemple pas assez de mouvement. Donc tout ce qui est dépression, état apathique, manque d'énergie, manque d'entrain, il y a certainement quelque chose à aller voir du côté du mouvement. Il faut aller faire quelque chose qu'on aime, qui nous apporte de la joie. Un sport, un art, danser, bouger, marcher. Tu disais, c'est marcher dans la nature, pour toi, c'est quelque chose qui t'avait beaucoup touché. Oui. La randonnée, par exemple, être au contact de la nature, des éléments, sentir son corps, le goût de l'effort, se dépasser, s'engager. Ça, c'est quelque chose de très puissant quand on est en état dépressif. Et puis, méditer. La méditation, on a beaucoup d'idées reçues, mais c'est pas faire le vide ou se forcer à ne plus penser. Ça fonctionnera jamais. Tout ce qu'on combat, on le nourrit quelque part. En tout cas, dans la lutte interne avec le mental qui ne s'arrête jamais. Donc, c'est créer des états très régulièrement, quotidiennement, même quelques minutes, qui nous permettent de prendre conscience de choses beaucoup plus profondes que ce mental et cette construction d'identité qui, dans des parties défaillantes, nous fait souffrir. Donc méditer, c'est avoir la capacité d'investiguer sur l'entièreté de ce que nous sommes et laisser des réponses nous apparaître sur ce qui nous pose problème. Et justement, peut-être être plus sensible en se disant, j'ai créé plus d'espace, plus de silence, plus de calme, et je vais prendre conscience que je peux aller me faire aider en numérologie, voir un thérapeute, un ostéopathe, un acupuncteur, et sentir de quoi j'ai besoin dans ce qui existe au niveau des différentes voies thérapeutiques, et pouvoir avoir une approche holistique de la guérison où je me fais accompagner à plusieurs niveaux. Au début, peut-être pour me sortir d'un moment très difficile, et après je le comprends, je l'intègre, et je deviens de plus en plus autonome dans ma santé. Je comprends par exemple que des émotions qui ne sont pas vécues, pas complètement exprimées, vont me rendre malade à terme. C'est drôle que tu dis ça parce que je te partage une parenthèse là qui me vient. Une fois, j'avais demandé à un de mes protecteurs, je lui avais dit, mais maintenant que j'ai compris ce problème, pourquoi est-ce que j'ai un schéma répétitif? Il m'avait expliqué, parce que les émotions ont un temps de vie dans la matière, en fonction de ce que tu as nourri et de ce que tu as intégré, mais de la vie que tu leur as donnée, en fait, que tu leur as permis d'avoir. Complètement. Et c'est drôle que tu reviennes là-dessus, parce que c'était le truc sur lequel je suis revenue hier, en fait, en écrivant un article. Le fameux somato-émotionnel, tout ce qui stocke dans le corps. Ok, je connaissais pas l'appellation, mais tu vois. Voyons le corps aussi comme une grande bibliothèque où plein d'informations sont stockées. Si on prend une vision plus védique ou médecine chinoise, on peut parler aussi d'énergie vitale qui circule plus ou moins bien en fonction de nos comportements, de notre état de conscience, on en revient toujours à ça. Selon mon état de conscience, la manière dont je nourris mes interactions sociales, ma narration interne, tout ça, ça va rendre plus ou moins fluide la circulation de l'énergie interne. Et donc les émotions qui font partie de ces courants internes et externes, qui sont à la fois de merveilleux marqueurs sur le tableau de bord de notre esprit, de notre corps, où je ressentais l'émotion, elle m'informe. Elle m'informe sur un état, sur quelque chose que j'expérimente et comment est-ce que je peux rediriger les choses. Mais pour savoir les diriger, ça dépend de notre état de conscience. Et donc des émotions qui n'ont pas été vécues complètement ou cultivées avec un état d'esprit très autodestructeur et négatif, vont nous empoisonner, nous rendre malades. Donc quand on parle de libération somato-émotionnelle, par le biais de la méditation, de la respiration, des états de conscience élargis, c'est comme si on venait décapsuler le filtre de l'ego, le prisme aussi des résistances mentales, où finalement on contrôle, parce qu'on s'identifie aussi à nos souffrances, à nos problèmes. Ça nous rassure. Il y a cette phrase qui dit « Parfois l'humain, ou souvent l'humain, préfère un enfer connu à un paradis inconnu. » Parce que c'est connu, donc c'est rassurant, c'est moins coûteux pour le cerveau de dire « Je maintiens cet état de victime ou de souffrance. » Mais une fois que tout ça, on l'enlève dans des états de conscience différents, les émotions peuvent surgir. Et c'est de la libération somato-émotionnelle.
On peut crier, c'est purger. Crier, taper, pleurer, rire, parfois vomir. C'est vraiment le corps qui se libère. Ces fameuses émotions qui ont un temps de vie dans la matière, qui doivent circuler. C'est fou, c'est super intéressant. Merci Steve. Alors, avant de te laisser repartir, tu vas consulter le dé numérologique et on va voir quel est le nombre qui a un conseil à te donner. Donc, je te le remets. Et tu peux le balancer devant le téléphone céleste. Allez, le téléphone céleste. Le 2. Le 2. C'est le culte de l'union, de l'harmonie, du couple, du duo. Mais c'est aussi le côté yin, c'est les racines de la mère, c'est le féminin. Et c'est aussi la volonté et la capacité à sortir de la dualité et à faire des choix stratégiques, surtout que tu es dans une année personnelle 8, où tu es dans une année de réengagement et de réalignement karmique là, pour 2025. Est-ce que ça te fait écho? Complètement. Non, c'est complètement ça. J'étais encore avec ma mère hier, il y a un vrai travail ensemble, donc la mère, etc. Le travail de la relation du duo à plusieurs niveaux fait partie de ce que j'expérimente en ce moment. Et plus particulièrement par rapport à ce que tu évoquais pour cette année, je sens que c'est très clairement ouvrir les portes qui sont là, mais ça ne se fera pas sans effort, ça ne se fera pas sans un engagement et une foi totale. Et c'est, comme tu le dis, un vrai travail de réalignement, d'engagement karmique sur des choses qui, je sens, sont très profondes. Il n'y a pas le choix, il faut le faire. Mais ça va être un travail actif de chaque jour. En revanche, je sens que c'est droit, c'est devant, c'est aligné. Exactement, mais c'est aussi le 2. Et le 2, il te dit que tu ne peux pas être fort pour l'autre, tu dois être fort avec l'autre. Donc tu dois à la fois porter et te laisser porter. Il y a aussi un phénomène de réciprocité et une sorte d'exigence et d'équilibre à avoir dans le donner-recevoir. Très intéressant. Donc tu n'es pas dans une année où il faut que tu donnes tout. Tu es dans une année où tu es aussi en droit d'exiger. Ça, c'est hyper important. Ça me parle beaucoup parce que j'apprends en ce moment justement à me laisser, à pas tout le temps prendre les devants, mais à me reposer, à accepter l'entraide dans des formes de duo justement, de se dire ok, c'est ensemble, c'est dans cette co-création, et justement ce côté un peu plus yin et moins yang, où j'engage tout le temps le feu, aller de l'avant, et j'apprends plutôt à me laisser aussi me régénérer. Donc ça fait aussi complètement écho à ce que tu dis, effectivement. Eh bien, je suis ravie, Steve. Merci d'être venu dans les studios d'ABC Talk. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.